Apéro spécial transfert NBA. Bonjour. Wow! Nous sommes le mercredi 4 février, ouais, c'est ça. Et la nuit dernière, déjà la soirée, déjà, parce qu'avant la nuit, même aux heures, entre guillemets, aux heures européennes, déjà, c'était spectacle. Et puis après, pendant la nuit, ça a continué. Du coup, on se retrouve là, le mercredi 4. On est à combien là ? On est à 30 heures. Ouais, une trentaine d'heures de la deadline. C'est ça, exactement. On a un peu plus de 30 heures de la deadline. Et ça a déjà bien bougé. Un petit peu, tu crois ? On espère qu'on va avoir le temps de sortir cette vidéo avant le prochain move. Oh, ça pionce aux US. Normalement, ça pionce aux US. Là, vraiment, ça pionce. Donc, on est tranquille. On vous laisse vous installer en espérant que vous allez bien. Et oui, plein de choses qui se sont passées, évidemment, ces dernières heures. Alors, déjà, évidemment, cœur sur les copains et copines qui sont allés voir l'interview de Bounendia et Jérémy Jana. Elle est dispo sur votre chaîne YouTube préférée. Bah là, ils sont au téléphone. Là, ils sont au téléphone. Ah merde, Rudy. Je pensais pas. Doucement, les Wolves. Calmez-vous. Calmez-vous. Rudy, est-ce que tu connais le Wisconsin ? Ce qui est sûr et certain, c'est que comme Alex le disait, c'est important et je vous le montre tout de suite. Oui, on sera ensemble ce jeudi soir. Voilà, pouf. Vous le savez, ce jeudi soir à 19h. Prenez votre rendez-vous. Je veux rien savoir. Refais voir là. Quoi ? T'as eu Yannis et Kuminga sur le visuel. Oh, j'ai été taquin. Non, c'est pas taquin, c'est réaliste. C'est vrai que Kuminga, on n'entend plus parler là. Oui, ouais. On parle plus de Kuminga. Non, mais peut-être qu'ils vont swap. On va voir. Swap. Va falloir quand même mettre du sucre sur le côté Warriors sur le swap. Il manque un papier cadeau. Pas le faire. Il manque un papier cadeau autour du mug. On est d'accord. Rendez-vous demain soir, jeudi à 19h sur la chaîne Twitch de Trash Talk. Vous devez être là évidemment parce qu'on va vivre ensemble cette trade deadline, la fin. Donc on sera là 19h à dépasser un peu 21h. Alex, Simon, Bibi, Léon Salaprod. On va vivre les dernières rumeurs en direct, les derniers transferts en direct. Franchement, moi j'attends le trade de Sabonis avec Simon sur le canapé. Let's go! Le trade de Sprott, des Rosanne, pourquoi pas, vu que les Kings ils ont l'air de. Si les Kings ils trade que Keon Ellis et Dennis Schroeder, là sur cette deadline, honnêtement, moi pas comprendre. Mais ça sera pas la première fois. Les Kings pas comprendre ? Ça sera pas la première fois, mais quand même. Bienvenue chez Trash Talk. Voilà, c'est ça exactement. Du coup, donc, rendez-vous demain soir, ça c'est sûr et certain. On s'est dit avec Alex qu'on allait se retrouver tôt parce que, comme tu l'as bien précisé, on a eu depuis quelques jours déjà des premiers transferts. Dimanche matin, on a vu DeAndre Hunter. Tu connais la Californie ? Allez, ça dégage, donc on pourra aussi parler très rapidement de ça. Et on savait pas, à l'époque, je te coupe tout de suite, parce que quand même, DeAndre Hunter, il vient des Cavs. Ouais. Et dimanche, on n'avait pas encore la vision du gros trade de cette nuit sur lequel on va revenir, le swap. Pour le coup, là, c'est un swap, même si je sais, il y a un second tour de draft, mais le Harden-Garland. C'est le lundi matin qu'on a appris. T'es d'accord que le DeAndre Hunter... On se disait, ok, les Cavs, ils n'y arrivent pas, ils sont un peu déçus. DeAndre Hunter, Jalen Tyson, l'autre, il est en train de prendre le poste 3 quand même fort. Tu vois, donc les Cavs se sont dit, on va plutôt se faire de la profondeur et un peu de défense avec Keon Ellis sur le backcourt. Mais nous, on n'avait pas du tout, enfin moi en tout cas, j'avais pas du tout, même, ne serait-ce que les premiers fumets de Harden. Moi, ce que je voyais, et on avait parlé avec certains fans des Cavs, c'est que ça commençait à chauffer fort à Cleveland et Kobe Altman parce que tu avais le sentiment, et il fallait juste savoir compter sur les doigts de ses mains, en fait les projections d'avant-saison n'étaient pas du tout rencontrées là au bout de 50 matchs et que donc il y avait de plus en plus de gens qui se disaient mais en fait les Cavs ils sont grave prenables à l'approche des playoffs, donc on savait qu'il allait y avoir des armées qui allaient se renforcer à la deadline dans la course au final NBA. De toute façon, j'ai trop de questions à te poser. Est-ce que toi, entre DeAndre Hunter, qui est ton gars à la base, et ton gars Garland... Ah, mais alors Darius Garland, préparez-vous, je vais vous régaler. D'ailleurs, évidemment... Voilà, donc là, je suis là, j'ai dit, c'est lui qui fait les Cavs. En fait, c'est lui, il appelle Kobe Altman, il fait... Écoute-moi bien. Peut-être qu'on est connecté avec nos amis des Cavs, tout à fait. Alors, en tout cas, juste un petit clin d'œil au copain qui est passé au pop-up et qui m'a offert ce t-shirt extraordinaire sur le Curse. J'en profite juste pour vous dire que avant de parler de ces transferts, parce que la soirée et la nuit a été complètement folle, on va revenir sur Vucevic à Boston, on va revenir sur Anthony Simons du côté de Chicago, Mike Conley, les Grizzlies avec Jaren Jackson Jr. qui tourne la page, il y a des pics de draft, Harden versus Garland. Avant ça, vous le voyez, on a le setup qui est prêt évidemment et on est en semaine de trade deadline, on est aussi en semaine de protection, soit protection de pick, soit protection de téléphone. C'est vrai que la semaine de la deadline, ça sera avec Rhino Shield cette année. Absolument. Ils sont avec nous pour le live, si je dis pas de bêtises. Et tout à fait, ils sont là. Donc, vous connaissez les classiques, on vous le rappelle, dans le premier commentaire de cette vidéo en épinglé, vous avez le code Trash Talk qui vous permet d'avoir une réduction de moins 10%, je crois, si je dis pas de bêtises. 24 heures. Pendant 24-48 heures, on va vous confirmer tout ça. Mais vous pouvez tout retrouver, évidemment. Il y a de la superbe coque. Alex, je te laisse montrer. Je sais que toi, en tant que fan des Suns...
Moi, j'ai les coques que j'aime bien chez Rhino Shield, c'est les coques un peu comme ça. Là. Ouais, on le voit pas bien parce que voilà, là on le voit bien, le logo Sun, c'est un peu discret comme ça. Alors évidemment, c'est hyper solide. C'est-à-dire que si tu balances ton téléphone comme ça. Mais tu le fais moins cette saison. Cette saison, pas besoin. Hein. Il y a le coach of the year, c'est la plus grosse surprise de la ligue, c'est la darling du truc. Normalement, t'es tranquille. Tu nous envoies en back-to-back sans Booker à Cleveland et à Détroit, tu reviens avec 2 victoires. Il n'y a aucun problème. Allez. Vous êtes peinard. Peinard. Donc là, je jette pas mon téléphone, mais si je le jetais, sachez qu'il est très bien protégé. C'est très bien protégé. C'est ça l'idée. Tout à fait. Si vous êtes fan des Warriors et que vous ne savez pas parler grec ou que vous n'avez pas envie de voir Draymond se faire transférer, il y a ça. J'ai sorti une coque des Cavs. Pendant qu'on la retrouve juste, c'est moi qui l'ai, n'importe quoi. Elle est dans le paquet là-bas. J'ai une collection. Voilà, j'ai du Knicks juste ici. J'ai du Celtics bien évidemment en classique. Voilà, Vucevic. Regarde, Vucevic, il va prendre ça là. Je pense que ça lui va bien ça. Avec les Celtics, magnifique. Pour mon gars Nicolas Vucevic. Et pour toute ma Cavs Nation de Cavs France. Hein, voilà. Ouais. Si vous voulez faire du gros jet de téléphone, évidemment, vous foncez sur évidemment le site de Rhino Shield. Vous avez toutes les coques qui sont disponibles. Beaucoup de franchises NBA qui sont couvertes avec différents petits designs. Il y a des modèles un peu vintage là. T'as pas un vintage un peu là? Il y avait un vintage Warriors là quelque part. Là, je l'ai mis devant là. Juste ici lui. Ouais, ça là. Ça c'est sympa. Ça c'est classique ça. Ça moi j'aime bien moi. Ouais, bien sûr. Ça j'aime bien. Vous pouvez passer pour un GM en toute discrétion comme Alex. Est-ce que c'est Yanis qui va mettre ça sur son téléphone bientôt? Je n'ai pas de coque des Wolves. Tu sais que voilà. Peut-être. Tu sais que peut-être. Bientôt va y avoir une association là-bas. Peut-être. Attention. Ça peut être pas mal. Bref, vous les connaissez. Ce sont les poteaux Rhino Shield. On leur fait un cœur évidemment et vous pouvez foncer. Il y a une réduction si vous voulez protéger votre téléphone. Ça peut bien évidemment vous aider à l'approche de plein de choses, notamment des playoffs ou pour certains du tanking. Voilà, regardez, il y a de la belle coque Clippers aussi. On va en parler dans quelques instants. Voilà, c'est le petit instant promo évidemment de cette vidéo spéciale trade deadline. Rendez-vous demain soir 19h. Vous avez toutes les coques. Alex, je te propose qu'on fasse dans un sens un peu particulier. D'habitude on fait chrono. Là je te propose de faire déchronologique. On commence par le gros trade quoi. On va devoir parler tout de suite de cette breaking news. On en avait entendu un petit peu parler parce que comme tu le disais, on avait un premier transfert qui avait eu lieu dimanche matin concernant DeAndre Hunter, Dennis Schroeder et Keon Ellis. On a eu une breaking news lundi matin sur le fait que les Clippers et Harden étaient en train de discuter d'un éventuel transfert. Ça n'a pas traîné. Hier soir, officialisation. Boom. James Harden est transféré à Cleveland en échange de Darius Garland et d'un second tour de draft. Cette photo est réelle. Donovan Mitchell et James Harden sont coéquipiers à Cleveland. C'est quand même un truc de fou, Alex. Une nouvelle trade deadline aussi avec un transfert de James Harden. C'est un peu... Son 15e. Il est passé des Rockets aux Nets, des Nets aux Sixers. C'était la deadline, ça. Enfin, c'était en cours de saison, je veux dire. Ouais, des Sixers aux Clippers. Ça, c'était pas en cours de saison. Si? Non, je crois pas. Si? Je sais plus. Vérifier. J'ai fait un tweet là-dessus. Je vais vérifier, mais en tout cas, une nouvelle deadline avec un transfert de James Harden, c'est un petit peu comme un play-in tournament sans les Chicago Bulls. Ça n'existe pas, quoi. Et puis surtout, il y a vraiment ça. C'est un très gros trade. C'est énorme. Je sais que c'est pas un trade à 4 équipes et qu'il y a que pas entre guillemets d'ailleurs, il y a que 2 joueurs d'impliqués. Mais en fait, pour les 2 équipes, c'est un très gros trade. Ouais. Ce matin, j'ai dit c'est un risque, j'appelle ça moi. Mais c'est plutôt positif qu'on soit clair. Je trouve ça intéressant. La position Clippers, je vais commencer plus par les Cavs. Ouais. Mais la position Clippers, je sais pas, je suis un peu plus... moi j'ai plein de choses à dire. À titre perso, je suis sceptique sur la position Clippers sur ce trade, à titre personnel, pour plusieurs raisons, et que je vais donner après. Mais d'abord, je voudrais revenir sur les Cavs parce que eux, très actifs. Il y a eu Hunter, le gars sûr numéro 4 de draft des Hawks, qui maintenant est passé de ailier titulaire à 6e homme à... Peut-il prendre la place de Nick Clifford? À 6e homme des Cavs, mais les Cavs qui se disent quand même machin et tout, et les Cavs qui se disent Keon Ellis c'est bien, ça défend, et tu vois, voilà. Et Schroeder, ça fait du backup dans le backcourt. Donc les Cavs, mine de rien, avaient déjà envoyé leur ailier. Faut dire aussi, je l'ai dit un peu en intro, que l'avènement cette saison de Jalen Tyson, qui est un gros 2 capable de tenir le poste 3, je l'appelle ça, c'est un vrai swingman. Il est un peu plus petit que DeAndre Hunter, par contre il est costaud, puis il met tous ses 3 points, il défend comme un chien, il se bat au rebond, il défend, bien sûr, donc, bien sûr. Il est très complémentaire du backcourt autour de Donovan Mitchell, on va y venir. Keon Ellis est un joueur plus un 2, plus petit, un peu moins costaud que Tyson. Par contre c'est un vrai capable, même si les temps de jeu ont été chelous à Sacramento, mais moi, Doug Christie qui fait pas jouer Keon Ellis, honnêtement pour moi, c'est une des plus grosses erreurs de Doug Christie.
Vraiment. Je crois vraiment. Je dis pas que Keon Ellis, ça va devenir Jimmy Butler. Je dis que Keon Ellis, ça peut être un vrai bon défenseur du poste 2 qui tourne à 37-38% à 3 points, voire plus, surtout dans un bon mouvement de balle comme celui des Cavs. Ah, on lui demande pas de poser la balle au sol, Keon Ellis. Pas besoin, on s'en fout là. On s'en bat les couilles. Entre le développement de Mobley, Mitchell et maintenant James Harden, si tu veux, c'est sûr. Jalen Tyson et Schroeder, Jalen Tyson, Keon Ellis, ça c'est sûr, ils vont pas poser de dribble. Ça, voilà. Et le retour aussi attendu de Max Strus. Et de Sam Merrill, qui apporte du shoot. Et Max Strus sur ce poste 3, tout à fait, qui va apporter du shoot aussi. Pas joué du tout quasiment. Et Merrill, il a été pas mal blessé aussi. Donc c'est des shooters. Il y a ce qu'il faut. Donc c'était intéressant déjà. Ça, c'était un plan. Il y avait Garland dedans. On était dimanche. Et moi, j'étais là en train de me dire, ok, je comprends, parce que finalement, Keon Ellis, je peux comprendre, j'aime bien. Si tu pars du principe que Jalen Tyson devient le poste 3 dans le backcourt, moi, tu me mets Garland, Keon Ellis, j'aime bien. Tu me mets Mitchell, Keon Ellis, bah, j'aime bien aussi. Tu me mets Garland, Mitchell, j'avoue, je suis un moins fan de Garland, Mitchell, parce que je trouve ça moins complémentaire. Mais en gros, je trouve, et t'as Schroeder qui vient là-dedans, je trouvais que ça donnait une profondeur, pas forcément tellement supérieure pour les Cavs, mais plus intéressante en termes de complémentarité. Pour moi, le problème principal restant le manque de complémentarité entre le backcourt et les intérieurs, en fait. Mais c'est un autre sujet. Et donc là, il nous balance un gros trade qui, soi-disant, il y avait des discussions, mais qu'on n'avait pas vu venir et tout. Où on nous explique, et je vais y revenir, que les Clippers n'avaient pas l'intention de payer James Harden et que du coup les Clippers, ils étaient vendeurs, comme on dit, même si tu vends pas vraiment les joueurs, mais de James Harden. Et là, les Cavs, comme ça, là, bim, hop, ça envoie. Ça fait combien de temps qu'il est là, Garland? 7 ans? Ça fait depuis sa draft. Oui, 2019, donc c'est la 7e saison. Ah. Boum, ça envoie Garland, là, clac, clac, boum. Ça montre une première chose pour moi. Kobe Altman, il sait qu'il prend des risques, il n'est pas débile. C'est lui qui a monté ces Cavs-là, et on peut dire quand même qu'il a fait des choses intéressantes, même s'il y a des défauts et tout ça. Et là, il sait qu'il prend des risques, mais ça montre qu'à Cleveland, il y a eu un côté genre... Ok, le sentiment envers Garland sont réels. Merci Darius et bien tout. Sûr. Mais gros, nous on a besoin de tenter autre chose. Et oui, on prend des risques en prenant James Harden. Et oui, la complémentarité Harden-Mitchell reste clairement à prouver. Parce que le jeu sans ballon de James Harden, je suis sceptique. Ça va obliger Mitchell à peut-être un peu moins porter la balle. Parce que si tu as James Harden dans ton équipe, vu ce qu'il montre depuis le début de saison, on me dit oui, il est vieux et tout. Il est vieux, mais c'est un des meilleurs playmakers de la ligue toujours. Ouais. Moi je vais te dire après mon avis, il est extrêmement clair. Moi je pense que James Harden là tout de suite à 37 ans, il est plus fort que Darius Garland. Point barre. Et point barre, parce que Darius Garland, c'est pas comme si c'était un défenseur de malade, tu vois. Donc le sujet est surtout offensif. Et pour moi, Harden est plus fort. La complémentarité, je veux bien discuter. Et ce que je veux dire, c'est que je comprends le côté déception sentimentale côté Cavs, des fans, je le comprends de ouf. En revanche, en termes de niveau de joueur, il n'y a pas photo. Le risque est sur le fit. Le risque est aussi sur, ça se trouve, Harden, dans 3 mois, il dit je prends pas ma player option, je vais me tester le marché. Il y a plein de risques. Mais demain, quand tu dois jouer quelques grosses écuries de l'Est, même si Harden n'est pas non plus le monstro de playoff, tout ça que certains veulent nous présenter, il y a aussi des chocs d'Harden en playoff, c'est indiscutable. Sur ce qui monte depuis le début de saison, moi je veux bien avoir la balle dans les mains d'Harden avec Jarrett Allen qui fait des écrans, Jalen Tyson, Mitchell, Mobley, des Merrill, des shooters de partout et tout. Bien sûr. J'aime bien. Après, les Cavs avaient déjà une bonne attaque, donc il y a du risque, mais il y a aussi, à très court terme, un truc à jouer très intéressant. En tout cas, Kobe Altman, lui, il a l'air de dire Jalen Tyson, c'est mon poste 3 et il me faut plus fort que Garland, quoi. Moi, je t'avoue que toi, t'es comment là-dessus? Alors, toi, de toute façon, on t'a dit que c'était D'Angelo Russell, Darius Garland. Donc, si t'as c'était le Michael Jordan, si t'as Harden à la place de D'Angelo Russell, t'es content? Moi, mon avis global. Papa de gauche pour papa de gauche. Moi, mon avis global sur ce transfert. Pour commencer par les Cavs, puisque tu en parlais à l'instant. Oui, pour l'instant, j'ai pas trop fait les Clippers, ouais. Là où je te confirme évidemment plusieurs choses. Un, moi je comprends le sentiment ce matin de déception et de crève-cœur de la part des fans qui ont le sentiment que
on s'est attaché à Darius Garland, c'est un des grands représentants du renouveau de ces Cavs-là, post-LeBron. Oui. On peut dire ce qu'on veut, mais Darius Garland a été là, double All-Star, il a aidé ces Cavs à retrouver une légitimité. Quand il a été là, il a été fort, c'est la saison absolument énorme des Cavs dernière, saison régulière. Ok, sur les sentiments, rien à redire. Par contre, juste, on va parler français, le move là que fait Kobe Altman, on va parler après de Harden, mais pour moi, le plus gros truc qui tombe, c'est un désaveu énorme de la confiance, ou plutôt de la méfiance qu'ils ont envers Garland. Bah évidemment. C'est-à-dire, mec, on sait que tu as 10 ans de moins que Harden. On sait qu'il y a des potentiels dans tous les sens. On sait qu'on pourrait miser davantage sur toi et qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec James. Mais là, en l'état, on ne peut pas compter sur Darius Garland. Et c'est un changement de timeline clair par rapport à ce qui s'est passé précédemment à Cleveland. On n'arrêtait pas de parler de Cleveland à 2, 3, 4 ans en disant Big Four, super, ils ont un young core exceptionnel. On n'est plus sur cette timeline. La timeline, c'est Donovan Mitchell. Et Donovan Mitchell, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans. On ne sait pas s'il va être prolongé. On ne sait pas s'il va vouloir rester à Cleveland. Ce qu'on sait, c'est que là, Donovan Mitchell, plus Darius Garland, plus Jarrett Allen, plus Evan Mobley, qui avait réellement peur de ces Cavs? Personne. Personne. Il y avait des soirs où c'était très bien, mais il n'y avait pas une franchise NBA à l'Est qui se disait « Tiens, je suis absolument terrifié par ces Cavs et ça va mal se passer pour nous en playoff ». Est-ce qu'ils sont terrifiés maintenant, les gens? Là où j'ai besoin c'est ça la question que je pose. Là où j'ai besoin de backer un peu plus, c'est de rassurer mes fans des Cavs. C'est une chose, c'est que oui, moi j'ai critiqué Darius Garland. Ah bon? Et d'ailleurs, mon cher Kobe, on se rappelle cet après-midi parce que comme quoi on est aligné quand même. Oui. C'est que le management des Cavs, il dit très très bien, certes, jeu tout à fait spectaculaire, joueur capable, mais il y a peut-être des choses physiques qui se passent. Là, on sait qu'à l'Orteil, il a un souci. Il a combien de matchs vraiment où il est présent en playoff et en saison régulière, c'est un problème. Tu sais qui est souvent physiquement présent? James Harden. Oui, non, bien sûr. James Harden, on peut dire ce qu'on veut, il a 10 ans de plus, il est plus présent et durable. Et c'est un meilleur basketteur aujourd'hui que Darius Garland. Et ça l'a toujours. Enfin, je veux dire, Harden, à l'âge de Garland. Mais non, mais il piétinait la ligue. Et là aujourd'hui, à 37 ans, il est plus fort que donc Garland. Je comprends, comme tu l'as très bien dit, le sentiment des fans des Cavs. Il y a le fit quand même. Je veux bien t'entendre là-dessus. Eh ben sur le fit, moi il y a un truc, je comprends. Ça va pas être tout noir tout blanc. Que des gens soient à Cleveland un peu pétrifiés par le fait que, comme tu l'as très bien dit, dans un an et demi, d'une certaine manière, Harden quand même. Ou que même tu te projettes et tu dis dans un an et demi, il va partir dans ceci, dans cela, mais etc. même tout de suite là le sport. Mais là, tout moi de suite, là, le basket là. Moi j'entends juste factuellement. Je vais parler français tout de suite. Vas-y. Si tu te ramènes en play-off demain matin là, imagine il y a 3 jours, il y avait encore l'itération avec Darius Garland. Tu te ramènes en play-off. Il y a un match où Donovan Mitchell n'est pas trop dedans et tu dois compter sur Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen. Est-ce que tu es en confiance totale? Non, évidemment. Factuellement. Demain, on est en mai. Il y a un problème ou une sorte de contre-performance de Donovan Mitchell. Toi et moi, t'as James Harden avec Jarrett Allen et Evan Mobley. Je trouve ça un peu mieux, mais c'est pas non plus une assurance tout risque. C'est pas une assurance tout risque, mais c'est meilleur. Oui, c'est meilleur. C'est meilleur factuellement. Darius Garland, il rêvera, et je lui souhaite, d'avoir des performances comme Harden a pu avoir en playoff. Et oui, c'est pas tout noir tout blanc, il y a des moments où on va le critiquer parce que ça va te choquer. C'est l'irrégularité en fait de Harden qui nous fait chier en playoff. Le manque d'implication aussi parfois. Oui, bien sûr, mais ce qui nous fait chier, c'est que parfois il y a des matchs extraordinaires avec les Sixers, les Clippers ou les Rockets, Houston, et c'est suivi par un match à 9 points à 3 sur 13. Oui. Mais le truc, c'est que là, t'es avec Donovan Mitchell. Donc moi, ce que j'aime bien sur le fit, puisque tu me poses la question, c'est que quelle est une des équipes qui a le plus de mal à provoquer des lancers francs? Quel est le joueur qui est le plus capable de provoquer des lancers francs sur les 15 dernières années en NBA? C'est Harden. Ça c'est sûr. Défensivement, je te rejoins, il va avoir des grosses interrogations, mais Jarrett Allen, s'il reste, parce qu'il reste encore 30 heures, ça se trouve, Jarrett Allen, il est plus à 30 heures. Mais ça donnait quoi des pivots qui rollent extrêmement bien avec James Harden sur ces 15 dernières années? Non, mais ça là-dessus, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que si tu veux, le plancher de ces Cavs, à court terme, parce qu'il faut penser court terme, a été très nettement rehaussé. Le plancher, certainement. Le plafond, c'est factuel. Le plafond, je demande à voir, dans le sens où pour exploser et aller plus haut que leur plafond actuel, il va falloir que Kenny Atkinson trouve un moyen d'optimiser du Mitchell Harden ensemble, sur le parquet. S'il trouve ça
C'est-à-dire qui il met à côté déjà et comment il joue. S'il trouve ça, oui, là, je serais d'accord pour dire ok, le plafond est meilleur. Ouais. Mais pour l'instant, ça va pas être facile. Ils avaient failli se croiser chez les Nets, mais Atkinson avait été viré et 8 mois plus tard, Harden est venu à Brooklyn. Donc il y a Atkinson, Harden et il y a surtout le Harden-Mitchell. C'est ça. Parce que quand même, Donovan Mitchell, il fait une saison une saison de MVP. Balle en main beaucoup. Oui. Quand même. Mais ça va lui faire dis du pas qu'il peut pas jouer off-ball, tout à fait, ça va lui faire du bien. Mais il va falloir aussi que Harden joue off-ball. Ce qu'il n'est pas un champion pour faire, il peut le faire. Hein. J'ai vu des critiques, genre soi-disant qu'Harden jouait jamais off-ball. Non, c'est pas vrai. Mais il va falloir, parce que sinon tu sous-exploites complètement le potentiel de Mitchell. Mais il faut. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il va devoir. Et il peut, hein. C'est-à-dire que oui, Harden, c'est The System. Il n'y a pas de problème. De toute façon, les c'est The System ou The Problem ? Parce que ça dépend de la vision de chacun. Moi, je trouve qu'en effet, il y a beaucoup de crachats sur Harden et on a été les premiers à les faire quand ça allait pas. Mais juste factuellement, Harden, il débarque, ton plancher, il s'élève. Oui, j'ai capté pour le donc, plancher. Ce que je veux dire par là, c'est que Harden, quand il va s'intégrer là chez les Cavs, s'il y a des gens qui pensent qu'il va jouer un autre registre que le sien, arrêtez. Non. C'est James Harden. Il a été récupéré pour ça. Et notamment pour une chose, c'est que Donovan Mitchell peut très bien jouer off-ball. Et Harden est capable parce que là, ok, le début de saison a été atroce chez les Clippers. Par contre, les 25 derniers matchs des Clippers, quand il fallait laisser la balle à Kawhi et être capable de prendre des séquences, Harden, il l'a fait. Hein. Oui. Il peut le faire. Je suis d'accord. Donc je trouve qu'en fait, quelque part... C'est possible, mais il y a aussi le développement de Mobley. Il y a énormément de choses. Et comme c'est autant DeAndre Hunter qui se fait remplacer par Keon Ellis et Schroeder, bon, tu te dis de toute façon, Jalen Tyson, il pousse tellement fort au poste 3 qu'il y a de la logique. T'ajoutes Keon Ellis, j'ai dit les qualités qu'il apporte instantanément, Keon Ellis, qui à mon avis sont intéressantes. Ah bah Keon Ellis, ça va être le Pat Beverley de Harden à On espère qu'Atkinson va le mettre sur le terrain, qu'il a vu les erreurs de Duke Christie. Après, on va voir. Oui. Mais là, Harden, on est un peu plus choqué et surtout, il y a plus d'interrogations tactico-technique, pas sur la valeur de Harden ou la valeur de Mitchell, sur la capacité de ces deux-là à se trouver et à Atkinson à les trouver. Bien sûr. Et quid de Mobley ? Du coup, c'est quoi Mobley ? Ça redevient un éboueur qui spot up à 3 points ? Je demande, hein, c'est tout. Hein. Par rapport à cette question-là, en effet, on peut en débattre. Moi, je t'avoue que Evan Mobley, on a vu son développement offensif. Il y a eu aussi des choses sur lesquelles ils ont testé, ils ont vite reculé parce qu'ils ont eu des interrogations sur quel était son plafond réel. Moi, parfois, j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin, mais on est peut-être en train de voir aussi le plafond offensif d'un gars comme Evan Mobley. C'est ton arme numéro 3, moi ça me va. Hein. Et Evan Mobley, c'est quoi ? C'est en effet la 3e arme offensive d'une équipe qui va loin. 4e derrière Jalen Tyson. Derrière Tyson potentiellement, mais moi, à la limite, ça me dérange pas d'avoir un des meilleurs défenseurs de la planète qui est capable de mettre 15 à 20 points. Non, mais complètement. Au lieu d'avoir des ISO pour lui au poste. En fait, tout à fait, tout ça, ça me convient. C'est juste que là où il y a le risque, pour les Cavs, au-delà de Harden, ça se trouve dans 3 mois, il voudra se barrer ailleurs. Ok, mais plus là concrètement tout de suite, tout le monde peut jouer là ou quasiment en gros. Hein, je crois pas qu'il y a tellement de. En tout cas, Harden oui et Garland non. Si, il y a Mobley un peu en ce moment qui est un petit peu blessé en ce moment, Mobley. Oui. Bref, mais il revient de la cheville. Il revient. Le risque est dans les changements et quelle va être la capacité de ce groupe avec le coaching staff à être en ordre de marche. Là, admettons, t'as 10 jours avant l'All-Star Game. Post-All-Star Game, va falloir très très vite être en ordre de marche. Parce que les playoffs, on sait, après, ils arrivent très vite. En fait, c'est ça. Là où j'allais te lancer, c'est j'ai l'impression que les Cavs et les fans notamment, c'est important de comprendre que là, on n'est plus dans une histoire de potentiel ou d'hypothèse d'une équipe titrable. On a dit qu'on voulait jouer le titre. On va avoir un 1A, 1B avec Donovan Mitchell et James Harden, qui est quand même un formidable duo sur le backcourt. Moi, là où j'allais te lancer, c'est que je trouve que les Cavs, qui avaient développé un peu une identité de forte défense par le passé, ont un petit peu quitté ça ces derniers mois et sont devenus plus focalisés sur leur attaque et ont perdu une part de ces identités-là, notamment J.B. Bickerstaff qui a bougé et Kenson qui est arrivé. C'est en défense, pas contre Harden, mais c'est en défense que moi je m'attends le plus et je voulais t'interroger. Est-ce que ces Cavs peuvent devenir aussi élites défensivement ? Parce que c'est par là que ça va passer de vouloir jouer au mois de juin. Ouais, bon bah ça après ça va être là, c'est à Kenny Atkinson de nous répondre aussi comment il va faire jouer ces mecs-là, parce que moi le duo Mitchell-Harden en défense, c'est pas ouf. Ça va se faire ouvrir. Ça change pas grand-chose de Garland-Mitchell. Non, pas grand-chose. Si Harden est un peu plus grand et costaud, ok, mais c'est pas un défenseur. Et les deux, c'est des joueurs un peu malins, donc c'est des joueurs qui peuvent couper des lignes de passe, mais quand même, c'est pas des surlommes. Donc ça veut dire que Jalen Tyson va se bouffer le meilleur extérieur adverse. Et s'il y a plusieurs forts extérieurs adverses, on va voir comment il utilise Keon Ellis ou
Merrill éventuellement. Enfin, en gros, d'autres gars. Comment tu fais tourner avec Harden. On verra aussi comment Mobley, Allen arrivent à boucher des éventuels trous en aide, en rotation, en safety. Vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ça peut avoir de la gueule. Harden pick and roll avec Jarrett Allen et Evan Mobley. Et en attaque, attaque, c'est plus une question de trouver des rôles. En défense, ça va être de trouver l'équilibre, la mentalité, quoi. La mentalité surtout. Donc, je suis quand même. Moi, je dis voilà, il y a du vrai risque. Je trouve ça culotté. Moi, j'aime bien les GM qui prennent des risques et qui prennent des vrais risques pour essayer d'augmenter le plafond de leur équipe quand ils ont la sensation que le plafond est trop bas, ce qui était clairement le cas là de Kobe Altman, sinon il ne fait pas ce trade. Et on va voir aussi ce que va donner Darius Garland et on va transitionner après sur les Clippers, voir ce qu'il va donner parce qu'il y a 10 ans d'écart entre les deux. Je pense que là où il y a le plus gros flip côté Cavs, c'est en fait quand tu te projettes à 2-3 ans, mais la NBA va tellement vite. Regardez les Grizzlies, ils avaient une Rolls-Royce il y a 3 ans, aujourd'hui c'est une trottinette électrique, on va en parler dans un quart d'heure, mais c'est un peu compliqué. Côté Clippers, Alex, transition là-dessus, je te lance. On est quand même sur une franchise qui avait... Les fans des Clippers, cette saison-là, elle a 200 ans cette saison. C'est quoi cette saison-là des Clippers là, ils sont quand couper même... des arbres, couper Chris tu Paul. Peux jamais... Et tu sais jamais où ça va, quoi, ce truc. C'est chiant. Au moment où tu retrouves ton rythme, 17 victoires sur les 23 derniers matchs. Attends, depuis 1 mois et demi, 2 mois, c'est la meilleure équipe de NBA. Plus ou moins, hein, avec qui d'autre sinon avec Phoenix, genre toujours... Non mais, je dis ça en rigolant, mais je suis à peine dans la rigolade. T'as Détroit, Charlotte... Voilà, avec la baisse de régime légère d'OKC... Charlotte, Phoenix et Clippers. Non mais concrètement oui. Là où je suis vraiment surpris côté Clippers, moi, c'est ok, je comprends le Harden, il allait peut-être pas prendre sa player option et donc il allait être dispo, il allait demander une prolongation sur 2 ans, voire j'ai vu des 3 ans. On ne peut pas parler de ce dossier sans parler du problème d'extension de James Harden aux Clippers. C'est évidemment de là que ça part et les Clippers visiblement n'avaient pas du tout envie de lui mettre cette extension. Non. Bon, ok les gars, ok. Vous n'avez pas envie de mettre d'extension à James Harden. Bon. On veut, je cite, garder notre flexibilité à l'été 2027 pour la raison suivante, je vous le montre juste, c'est qu'à l'été 2027, ça va nettoyer fort. Hein. Tu vas avoir les fins de contrat notamment de Kawhi Leonard, ici à celui d'Harden qui a donc disparu. C'est là où j'ai pas compris, parce qu'à l'été 2027, tu n'allais pas avoir James Harden de toute façon. Oui, mais... Si tu le signes pas, si tu l'étends pas. Oui. Mais tu te donnes au moins 1 an et demi avec un joueur de 26 ans qui peut potentiellement montrer dans un autre cadre qu'il est très très fort. Ok, mais là tu as une équipe qui depuis 1 mois et demi, genre, du coup, c'est quoi? Genre, on avoue déjà que le projet Kawhi il est fini alors que le mec est encore là. Oui. Là, t'avais une... pardon, mais du coup, c'est quoi l'intérêt? Autant faire des trades cet été. Va au bout de la saison avec ce groupe. Moi, j'aurais préféré, perso. Après, pareil, je comprends. Peut-être que l'opportunité Garland, elle leur plaît à fond. Est-ce qu'il l'aurait eu cet été, tu vois? Peut-être pas. Peut-être qu'ils auraient eu autre chose. Ou peut-être qu'ils auraient juste laissé Harden se barrer et qu'ils auraient retravaillé différemment. Parce que là, grosso modo, Garland gagne le même salaire qu'Harden avec une année de plus. Si je dis pas de bêtises. Oui, sachant que d'ailleurs, parce qu'il y a des histoires d'apron, je crois que Harden a accepté de mettre son trade kicker de côté pour rejoindre les Cavs. Il a accepté de mettre son trade kicker de côté pour rejoindre les Cavs. Sinon, le trade n'était pas faisable pour les Cavs. Ça se joue à 200 000 balles. Ouais, mais il n'était pas faisable. Tu cartonnes depuis 1 mois et demi, 2 mois côté Clippers, alors que tu avais fait un début de saison dégueulasse. T'as Kawhi qui est en santé, t'as Harden qui a joué à 3-4 matchs près, il a joué tous les matchs depuis le début de saison, il tourne en 25 points, 8 passes, enfin pardon, genre juste bonjour, je suis James Harden quoi. Donc tu as lâché ça, parce que là c'est lâché, c'est cassé. Tu l'as lâché ça, ok, tu vas mettre Garland. Bon, Garland va te faire quand même du boulot. Tu récupères quand même un meneur qui a montré qu'il pouvait être All-Star et tout ça. Donc peut-être que ça va continuer, mais c'est quand même, on l'a dit, moins fort qu'Harden. Et surtout, t'obliges Tyronn Lue, t'obliges l'équipe à jouer différemment et tout. C'est quand même... C'est un gros changement. Il y a quand même un risque que ça soit moins fort, là, les Clippers. Ah ben, c'est sûr et certain. C'est pas sûr, mais c'est sûr et certain, c'est que là, aujourd'hui, en l'état, sachant que Garland peut revenir, je crois, juste après l'All-Star break. Je crois que ça projette un potentiel retour face aux Nuggets, juste après le break de Los Angeles. Garland, il y a cette interrogation physique. Il y a l'interrogation sur le jeu, comme tu le dis, parce que, en gros, les Clippers, là, c'était, ok, on a fait une belle remontada, mais on va parler français, on ne rivalise pas avec le reste de l'Ouest. J'ai l'impression aussi que ça disait ça avec cette itération-là. Le move qui est fait, c'est dire bravo pour le remontada. Moi, c'est un abandon de projet. Mais abandon de projet. Et du coup, j'ai un peu de mal au timing.
Parce que pour le coup, abandonner le projet là maintenant, alors que t'as une dynamique, il y avait genre à aucun moment tu peux te dire ok, on peut peut-être jouer un coup. Si tout le monde est à 100%, on est vraiment fort et on a un coup à jouer parce qu'on a, pour une fois, on a plusieurs intérieurs. On a Zubac, Collins, Brook Lopez machin. On a Chris Dunn, on a Derrick Jones Jr., on a Batum, on a donc Kawhi et Harden en socle. L'équipe se connaît, il y a de l'expérience. Genre, on le joue pas ce coup-là. Je comprends pas cette équipe. Je comprends pas cette franchise. La franchise parfois est compliquée à comprendre. En tout cas, pour l'avenir autour de Darius Garland, c'est-à-dire c'est pas non plus. Je crois qu'on est d'accord sur. Pardon, mais juste. Je pense qu'il y a des gens qui vont me rejoindre. Mais je lui souhaite d'ailleurs de cartonner aux Clippers. Hein, mais... Non, mais je dis pas qu'il va pas cartonner, mais même Darius Garland qui cartonne, est-ce que c'est un franchise player comme Harden ? Non. Non mais ça voilà. Pas. En fait, donc c'est bon. Joueur à joueur, l'incompréhension elle est normale et moi je la partage avec toi. Je pense que le principe premier, comme tu l'as très bien dit, c'est la situation financière des Clippers. On arrête le projet et donc au lieu de laisser partir Harden contre Peanuts, sa cote pourra difficilement être meilleure pour récupérer un joueur de 26 ans avec un gros potentiel double All-Star, Darius Garland. Donc on y va, on appuie sur le bouton maintenant. D'autant plus que Harden, on l'a vu précédemment, il y a des divorces qui se passent très mal. On a une petite exception aujourd'hui. Là, au moins, c'est géré. Ça s'est bien terminé entre les deux. Pas d'histoire et tout. Je suis d'accord. Pas d'histoire entre les Clippers et Harden. C'est un. Parfois, on se marre, toi et moi, de dire mutual agreed pathways. Tu sais, parfois on dit genre. Moi, j'ai vraiment le sentiment que. Et les Clippers ont dit à Harden, frérot, on va pas te prolonger. Et Harden a dit, les gars, moi, je suis d'accord, c'est un business. Juste, laissez-moi partir ailleurs à ce moment-là. Et donc, ils se sont plutôt bien entendus sur ce transfert. Ça se finit plutôt bien entre un joueur en plus qui vient de Los Angeles. Darius Garland débarque. Oui, le joueur est moins bon. Tu es plus sur la timeline de Zubac. C'est un joueur, là, Ivica, il a 28 piges, il a été prolongé, on en avait parlé dans le top 10 des meilleurs contrats de la NBA, je vous le remontre, il a un contrat qui le mène jusqu'à 2028 garanti. C'est quoi? Donc la timeline, c'est Garland, Zubac, pardon, c'est des sidekicks. Des bons joueurs, hein, mais... Sur du court terme, je suis d'accord. Je pense que c'est un trade des Clippers où il va falloir voir à 1 an et demi. Parce que moi, franchement, Alex, je l'acte tout de suite. Et ça peut plutôt avoir lieu cet été, mais si Kawhi est transféré d'ici demain soir, je suis pas étonné non plus. Ah ouais, carrément, ouais, d'accord, ok. Ouais. Ça se trouve. Parce que c'est ça, hein, j'ai vu des théories du complot assez intéressantes. Du genre, les enquêtes autour de Kawhi, tu sais, l'affaire qu'on a mis de côté, la aspiration, bien sûr. Elles vont aboutir. Kawhi va bientôt se faire suspendre. Et donc, en fait, les Clippers, ils sont en train de nous. Garland, il le sait pas encore, mais il est conducteur de tank, en fait. Et on va voir, mais c'est compliqué parce que quand tu regardes la gueule évidemment de l'effectif, s'il y a beaucoup de vétérans qui ont pris un coup sur la caboche. J'ai un peu de mal à y croire quand même, ça fait trop gros complot je trouve. Mais bien sûr, mais c'est vrai qu'on était sur un effectif assez vieux, on avait dit ça devait gagner. Mais là t'as maintenant. encore le salaire d'Harden, attends vas-y mets-toi sur ce pot. Non, je voulais juste montrer l'effectif. C'est qu'en gros si tu regardes les âges, on avait dit dès le début de saison que c'était un effectif plutôt âgé qui tentait de jouer maintenant. C'est vieux de ouf, bien sûr. Et les Clippers malgré leur remontada, qui est très très belle, c'est quand même une équipe qui a essayé de viser le top 6. Ouais. En régulière, mais après une fois qu'elle est dans le top 6, elle peut considérer être dangereuse en playoff. Non, et on a déjà vécu ça l'année dernière. Ok, d'accord, ok. En fait, j'ai l'impression que l'année dernière, on a vécu une remontada de fou des Clippers. On s'est rendu au premier tour, on a dit oh là là, tu sais que les Nuggets sont en danger. Les Nuggets, ils les ont terminés. Terminé, t'es dur. En 7. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ils les ont terminés. Et l'équipe était, à mon avis, moins bien équipée que cette année. Et moins bien équipée, je suis d'accord. Après. Mais ils ont fait les tests Chris Paul. Enfin, je pense qu'ils ont compris que là c'était la fin du truc. Et donc, cette transition, moi, tu connais mon avis sur Garland. Moi, je voulais juste avoir le tien. Parce que là, en effet, il y a un côté un peu comme tu disais, je ne comprends pas. Est-ce que tu penses que les Clippers, du coup, vont essayer de tenter une sorte de transition d'un pivot autour de Garland-Zubac, ou est-ce que c'est un début de total changement à Los Angeles, c'est-à-dire qui veut Ivica, il était dans des rumeurs à Boston, qui veut Kawhi, qui veut, je sais pas moi, Derrick Jones Jr., qui veut, si ça se trouve, dans les previews Alex, des 30 previews de la saison prochaine, le tableau des départs, c'est violent. Quoi, un full rebuild là? Peut-être. C'est pas le genre de Ballmer, je trouve, mais je peux me tromper. C'est pour ça que je te pose la question. Donc, j'ai envie de presque te dire, pour le coup, je suis tellement déçu, moi, là, de pas voir cette équipe aller en play-off. Je suis déçu. Je te dis pas que je les mettais au titre. Je suis juste... Là, ce qu'ils ont montré depuis 2 mois, autant le début de saison, j'étais horrifié par le jeu. Maintenant, depuis 2 mois, tu es là, tu dis, dis donc, ils sont capables de défendre. En attaque, ils ont des vrais gros joueurs. Il y a de la variété, il y a de la taille, il y a des joueurs il y a de l'expérience, il y a un coach en place, blablabla. Équipe dangereuse. Oui. On les sait, c'est des équipes dangereuses à court terme. Hein. Donc, je suis tellement déçu que ce projet-là n'aille pas plus loin que
presque pour le coup, maintenant, je pourrais espérer que c'est pour tout péter. Parce que si c'est juste pour dire, on va repartir avec Garland, Kawhi, Zubac, faut pas s'étonner de rester mid alors. J'entends. Pour la moindre blessure de Kawhi, le genou qui enfle, la classique de Mars ou quoi, ça se trouve, tu vois, plus l'orteil de Garland, t'es quand même, il y a du risque là. Hein. Complètement. Je pense, sans trop m'avancer, mais je vais quand même le faire, que vas-y, avance-toi. Que les Clippers sentent qu'en effet on est sur une transition globale et que donc ils vont tout péter. Je veux dire. Enfin, en tout cas. Moi, tu me dis là, avec ce qui est en train de se passer, tu me dis Tyronn Lue est encore le coach de cette franchise en octobre, je suis choc-barre. Ah ouais, ok, d'accord, carrément. Ok, allons-y alors. Faisons revenir Doc Rivers. Non, je sais pas pour Doc, mais tu vois, j'ai l'impression que allez, on va tout essayer autour de cette itération Harden, Kawhi, Zubac et des vétérans autour. Ça y est, c'est là où je diffère, c'est que moi je trouve que justement tout essayer, ça veut dire justement tout essayer. Et là justement ils viennent de lâcher peut-être le meilleur timing. Si, ça se trouve. Ils avaient peur de perdre Harden contre Peanuts. Voilà, c'est ça. Donc je comprends, mais je pense que c'était un risque. Ils en prennent un autre qui n'est pas forcément moins grand. C'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire que là, juste pour résumer, et je demande l'avis de tout le monde là, à chaud, très à chaud. Voilà, on est à chaud. Transfert Clippers, Cavs, Harden, Garland. T'es plus optimiste pour qui ? Bonne question. J'aime pas le qui a gagné parce que tu vois, on est trop là. Je suis plus optimiste pour les Cavs. Parce que malgré tout, même si je suis sceptique évidemment sur le fit Harden-Mitchell, même le fit Harden dans ce style de jeu des Cavs là, qui vont devoir changer, je trouve par contre que l'effectif actuel des Cavs, je l'aime mieux que l'effectif d'il y a une semaine. Merci. Voilà. Je l'aime là où je te suis là-dessus. Je l'aime mieux, donc je suis un peu plus optimiste. Mais je suis pas non plus. Non, je suis pas over the moon. Hein. Tu vois, et moi, je suis les Sixers, les Pistons, les Knicks ou quoi. Je fais bon. Oui, allons-y. On peut jouer. Je dis pas que je suis pas terrifié. Quoi. Je suis pas là en train de me dire merde, putain. Je suis pas terrifié. Je suis d'accord. Mais les 4 premiers matchs là des Cavs où je vais regarder comment ça marche. Oui, on va regarder comment ça se passe. Si ça fit un peu. Si ça fit un peu, je suis saoulé. Là, tu dis merde. Ouais, bien sûr. J'avais bégayé à la deadline et ils ont fait le move qu'il fallait. Moi, je remercie juste Kobe Allman d'avoir reçu mon texto et d'avoir compris le projet Garland. Voilà. C'est un très bon choix. On va transitionner ? Ouais, on transitionne. On passe de l'autre côté du pays. Comme j'ai dit, on fait de la déchronologie. Et donc, on va du côté de Chicago et de Boston. Ça a bougé. Et nous avons eu un transfert entre les Bulls et les Celtics avec Anthony Simons qui là aussi, quitte c'est un swap. Les Celtics, tout à fait. Direction Chicago. On va en reparler des Bulls parce qu'il y a plein de choses. Et on en reparlera demain soir à 19h. Et Nikola Vucevic qui, après avoir adoré le premier tour des playoffs ou le play-in avec Orlando, puis le mid absolu avec les Bulls, rejoint Boston, les Celtics qui font une formidable saison là en l'absence de Tatum, mais après tous les transferts qui ont eu lieu. Tes réactions à chaud quand tu as vu ce transfert ? On va en débattre pareil parce que Vucevic à Boston versus Anthony Simons, c'est pas mal. Alors oui. Toujours autant de mal à comprendre ce que font les Bulls. Après, c'est une équipe qui est en transition vers quelque chose. Donc là, ça accumule des guards, ça gratte des petits bouts de pique à droite à gauche ou quoi. Bon, pourquoi pas ? J'ai trouvé qu'ils ont pour une fois, ils ont fait du bon boulot, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé Vucevic partir contre Minas. Ça, tout à fait. Mais oui, complètement. Mais ça, c'est bien joué. Par contre, parce qu'on a un autre trade dans lequel ils sont impliqués, eux aussi, avec les Cavs, ils ont beaucoup fait bouger ce marché. C'est-à-dire qu'il y a un autre trade, on va en parler. Mais les Bulls récupèrent aussi Jaden Ivey des Pistons. Là, hier aussi. Ouais. Donc là, on est quand même sur 2 joueurs avec des postes un peu similaires. Je dis pas que c'est les mêmes profils, hein, mais t'as déjà Giddey, t'as encore Kobe White, t'as Ayo Dosunmu. Rendez-vous demain soir. Il est encore là. Rendez-vous demain soir. Le moment où je parle, il est là. Eh ben, je peux vous garantir qu'il sera plus là. Voilà, je suis sur Spotrac, il est là. Ayo Dosunmu. Moi, je suis comptable, moi. Ayo Dosunmu. Ayo Dosunmu, en plus, en ce moment, il cartonne vraiment. Il fait une vraie saison là. Oui. Hein. Donc bref, il y a beaucoup d'arrière. On verra ce qu'ils en font. Côté Celtics, moi j'aime beaucoup. Voilà, je le dis cash, j'aime beaucoup ça côté Celtics. La perte de Simons est réelle. Le mec faisait du vrai taf sur le backcourt en sortie de banc. Et les joueurs l'ont adoré. Et puis, vrai joueur. Techniquement, il est bon. Il a des vraies qualités athlétiques. Tout ça, un vrai joueur, Anthony Simons. De toute façon, c'est pas une nouveauté. Très curieux d'ailleurs de voir comment les Bulls. C'est pour ça que je te dis, les Bulls, c'est quoi ? Parce que Josh Giddey jouait comme All-Star au début de saison. Maintenant, c'est Ayo Dosunmu. T'as pas pris Jaden Ivey pour le foot au bout du banc. Donc, comment tu. Il va falloir qu'en trader un, là. Il va falloir en retrader un, non ?
Si, tout à fait. En fait, bon, Kobe White va partir. Déjà, ça. Oui, de savoir ça, si oui, mais après, t'en as encore 4 ou 5. Hein. Tout à fait. En fait, quand on a démarré la saison, et c'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois de bien faire attention pour les temps de preview, on vous a parlé d'une des grosses questions qui était l'extension de Kobe White. Et moi, j'en ai fait un paragraphe là-dessus l'autre jour, donc je vous invite à vous amuser avec moi sur les extensions parce que c'est devenu, pour moi, l'un des éléments les plus importants à surveiller de la NBA. Tu sais, il y a tout le temps des changements entre free agency, player empowerment. Moi, ce sont les extensions. Surveiller par exemple Lou Dort à OKC, parce que quand tu as des joueurs qui demandent des extensions et que la franchise bégaye. Tu veux dire que Lou Dort qui vient de passer chez Rich Paul en contrat d'agent, hein? Tu veux dire que Trae Young qui essaie de négocier une extension à Atlanta qui ne l'a pas, se retrouve à Washington 5 mois plus tard. Voilà. Et Lou Dort qui signe chez Clutch Sport, donc l'agence de Rich Paul pour voir de ce que Rich ça va Paul. donner. Et puis après, moi j'avoue, les méthodes de Rich Paul, à cette façon de lâcher les infos, nanana et tout, de critiquer un peu tout ce qui se passe, et les Lakers, tout ça. Lui, on s'en carre, mais ça. J'aime pas trop. Moi, son agence, en revanche, s'il y a bien une agence qui est capable d'aller chercher un gros deal à Lou Dort, c'est tout à fait. Hein, Donc moi, en fait, si je voulais dire ça, c'est que Kobe White, on le sait, il n'a pas eu son extension de la part des Bulls. Et Kobe White, là, cet été, là, il est plutôt libre, notre ami Kobe White. Ah bah il est complètement libre. Ouais. Donc du coup, les Bulls se disent, on va voir, mais sur notre back courte, autant le deal Caruso, on a pu s'en sortir parce qu'on a Josh Giddey et que, mine de rien, quand il est présent et qu'il n'est pas blessé, Josh Giddey... La blessure lui a cassé son élan, mais Ouais, il mais était lancé sur des grosses bases en début de saison. Tout à fait. Donc la photo avec Lonzo Ball, Demar DeRozan, Zach LaVine, Caruso et Vucevic. Cette photo-là, elle est au chiottes. Cette photo-là, elle est au shot, mais Lonzo Ball, ça n'a pas été tradé contre un très gros pic puisque c'est devenu Okoro. Demar DeRozan, c'est contre des cacahuètes. Zach LaVine, c'est contre Madaron. Et Vucevic, il fallait essayer de trouver une contrepartie. Donc à la limite, ça, moi, je valide aussi. je dis bravo Karnisovas parce qu'il a pu trouver une contrepartie qui est un joueur de talent qui, en l'état, si aujourd'hui tu devais prolonger, lui aussi. si tu devais aujourd'hui prolonger à un prix correct un Anthony Simons ou un Kobe White, moi j'entends la conversation. Ouais, moi aussi complètement. Et donc peut-être qu'il y a un Kobe White qui va demander beaucoup plus cher et qu'à ce moment-là tu te dis bon bah non attends on va prendre Anthony Simons, t'as vu ce qu'il est capable de faire parce qu'il n'est pas dénué de talent comme tu l'as dit. Ouais. Donc côté Bulls, pour une fois, je dis pas que je comprends et que je valide, mais je me dis au moins ils n'ont pas fait l'erreur qu'on a pu voir précédemment de laisser passer les wagons et les moutons. Quoi. Là-dessus je te suis, je faisais juste une petite réflexion sur les gardes. C'est quand même con que ça tombe encore sur un garde parce que du coup il va y avoir d'autres choix à faire. Genre là, au-delà même du cas Kobe White, oui. Je suis surpris si les Bulls ne rebougent pas là d'ici demain. Ça va bouger, absolument. D'ailleurs, bizarre sinon. Et d'ailleurs, tout à fait, on va en reparler après. Il y a Kevin Werther qui a été demandé d'aller à Détroit, donc il y a eu des mouvements. Mike Conley débarque, mais il va être cuté pour être un acteur buyout, je pense. Je Mike pense Conley aussi. Hein. On va en parler. On verra. Mais côté Celtics. Et c'est côté Celtics que j'allais te lancer. Moi, j'aime bien. Ah, c'est bien. Parce qu'évidemment, tout de suite, les habituelles critiques sur la défense de Vucevic sont tombées. Alors, c'est vrai que c'est pas un défenseur élite au poste 5. Mais c'est un défenseur intelligent. C'est un défenseur intelligent. 2, un bon rebondeur, costaud, rebond. Et 3, ils ont déjà Nimias Queta. Nimias Queta. Ouais, bon, oui. Vous m'excusez pour la prolongation. Nimias Queta. Voilà, ok. Qui fait un début de saison vraiment de qualité, rim runner, protecteur de cercle, se bat au rebond et tout, mais qui des a écrans en titane. Des écrans en titane, se bat, du hustle et tout, mais qui a pas les qualités techniques offensives de Vucevic. Je veux dire, faut pas déconner quand même. Et donc, dans une rotation au poste 5, ces Celtics qui peuvent ou mettre Nimias Queta ou mettre Vucevic viennent de s'ajouter dans leur rotation intérieure un profil qu'ils n'avaient pas et qui amène quelque chose de très intéressant. Déjà que leur attaque était vraiment efficace, là ils se ramènent un mec technique au poste qui peut shooter à 3 points, qui sait faire des passes. Faut pas sous-estimer le jeu de passe de Vucevic. Bien sûr. C'est un basketteur de ouf, hein, Vucevic, avec au niveau des mains. C'est les Balkans, quoi. Il y a pas de secret, hein, de toute façon, on les connaît. Bien sûr. Ça a marché avec Porzi. C'est un athlète différent. Ça va marcher avec Vucevic. Je pense aussi. Moi, Vucevic, limite, je mets presque plus dans la catégorie un peu hors-forme. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est un profil qui a déjà marché. Ouais. Voilà, exactement. Charge à Mazzulla de nous trouver les bonnes rotations entre Queta, Vucevic. De temps en temps, tu joues un peu plus small. Qu'est-ce que tu mets à côté? Est-ce que c'est du Jordan Walsh? Est-ce que c'est du Sam Hauser pour avoir vraiment full, on joue fer à cheval, quoi. Le 5 out, quoi, avec Jalen Brown qui te drive la gueule. Bon. Et Peyton Pritchard. Et Peyton Pritchard, donc tu vois, à voir et tout. Mais en gros, je trouve que oui, la perte d'Anthony Simons, elle est réelle. Et il va falloir voir comment il va organiser ses rotations dans le backcourt, notre ami Mazzulla. Parce que c'est vrai que là, derrière Derrick White, Pritchard, bon, tu vas pas avoir BZF. Hein, non, c'est sûr. Ah, vraiment, t'as pas grand-chose. Hein. Tu as comment il s'appelle
Scheierman. Baylor Scheierman, mais c'est un 2-3. Ouais, voilà, mais c'est un peu du bas court. Tu peux demander à Jalen Brown de venir en 2 et tu peux faire jouer des Heuser, Jordan Walsh, des gars comme ça dans les ailes. Mais oui, ça dépouille un tout petit peu le bas court. Il n'est pas dit que les Celtics ne grattent pas un petit vétéran dans le bas court. Ça se trouve, Mike Conley il porte un maillot vert dans pas longtemps. Hein. Tu disais Mike Conley. Sûr. Ou un autre gars comme ça qui pourrait se faire couper à droite à gauche. Brad Stevens cuisine. Hein. Brad Stevens cuisine. Mazzulla fait du putain de coaching depuis le début de saison. Et là, tu lui ajoutes un joueur vétéran, expérimenté, très complémentaire du profil de Neemias Queta. Franchement. Genre, si demain le titulaire c'est Vucevic et qu'il se partage les minutes avec Keita, mais que ça démarre par Vucevic, je suis pas choqué. Garza et tout. Ouais, non, c'est bien. Moi, j'avoue que masterclass Brad Stevens. J'aime bien moi aussi. En plus, tu gagnes. Oui, pardon, je finis. Tu gagnes au niveau pognon. Et au niveau pognon, c'est. Il descend sous la prompt. Tu descends. Magnifique. Brad Stevens, il le sait. Il avait marqué sur l'écriteau. Mon gars, je sais pas si t'en souviens cet été, on a bien essoré les finances. Tu peux continuer s'il te plaît? Parce qu'Anthony Simons, on avait parlé pendant les 30 previews, c'était ça y est, c'est fait. Est-ce qu'il passe le 5 février? Non, tu vois, il passe pas. On a la réponse. Donc, Brad Stevens a fait le travail au niveau financier, c'est léger, mais c'est nécessaire. Si Vucevic, ça se passe bien, ce qui je pense va avoir lieu, Pépère, quand on va lui dire est-ce que tu souhaites prolonger longtemps dans une équipe mid ou est-ce que tu souhaites faire un effort financier pour être dans la franchise la plus titrée de l'histoire et venir te battre avec Tatum Brown? Il est capable. Je suis d'accord. Moi, je suis hyper content pour Vucevic parce que c'est un super joueur de basket qui s'est bien ajusté dans sa carrière, qui a développé son shoot à 3 points, qui est un super passeur comme tu l'as dit, qui s'intègre toujours dans des collectifs, qui hausse jamais trop le ton pour ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut dire ou pas faire. Ça fait combien de temps qu'il est en 18-10 l'autre et il stat, il produit. Absolument. Et pour des équipes mid à la mort, c'est-à-dire qu'on va enfin potentiellement voir Vucevic dans des équipes compétitives. Et ça, je suis content pour lui parce qu'il a quoi? Il a 35 piges. Vucevic, oui. 35, ouais. Il a 35 ans, Vucevic, et il a toujours été dans le ventre Midas de la conférence Est. Il a été 2 fois All-Star avec Orlando, en gros. Et ça fait... Là, cette année, il était en 17-9 avec les Bulls. Mais sinon, les saisons précédentes, 18-10, 18-10, 18-11, 18-11, 21-12. Ah, et ça fait 2 ans qu'il a 38% à 3 points. 23-12. Enfin, tu vois, genre... Ouais, alors là, il va un peu moins, mais... Imaginez, le mec continue à foutre 17 points par match là, depuis le poste 5... Où il te fait un 14-9, là super, en situ pour des Celtics qui vont essayer de batailler à l'Est et ça se passe bien et ils découvrent l'odeur de la demi-finale de la conférence Est ou même finale de conf, allons-y, parce qu'on n'a pas parlé des potentiels retours de Tatum, etc. Mais du coup, moi je trouve que ça permet à Vucevic pareil de se ramener à table avec Brad Stevens et de dire écoute Nico, t'as vu à quoi ça ressemble quand tu retournes dans le Mordor. Si tu veux, tu peux aller prendre une blinde dans des équipes mid. Il n'y a pas de problème, on te laisse faire. Mais t'as vu, ici chez nous, ça joue la gagne. Ici ça joue dur, ça joue intelligent. T'es coaché à la dure. Parce qu'il en avait un peu marre à Chicago, je pense. Bien sûr. Et il y avait des gamins qui dansaient autour de lui, genre ouais, on a gagné 2 matchs de suite, il a envie de péter les plombs. Il a 35 piges, il en peut plus de ses conneries. Hyper content pour Nico. Et je trouve que Boston fait encore une belle affaire. Donc Brad Stevens cuisine. Brad Stevens cuisine. Mec, c'était un des meilleurs coachs de la ligue. L'autre, il arrive GM, il fait bonjour. En fait, j'étais pas très bon. Je voulais juste faire une quête annexe. Par contre, Alex, on est obligé de faire transition sur un des plus gros séismes. Parce que celle-là, il y a des transferts sur lesquels on voit des rumeurs. Il y a des transferts sur lesquels on écrit beaucoup. En se disant, ouh là là, ça réfléchit un petit peu. Est-ce que quelqu'un, en état de sobriété totale, aurait pu m'annoncer un transfert de Jaren Jackson Jr. à Utah avec notamment John Concar, Jock Landale, Vince Williams Jr. et Utah qui nous lâche Walter Clayton Jr., Taylor Hendricks, surtout en termes de jeunes, Kyle Anderson, George Niang et 3 futurs premiers tours de draft. Là, Alex, je te lance dessus, c'était quand même un peu inattendu cette affaire. Dans le type de joueur et la franchise dans laquelle il termine. C'était pas le premier joueur des Grizzlies qu'on voyait transférer d'ici à deadline. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trader Ja Morant maintenant, du coup. Du coup, ça donne aussi des indicateurs sur la valeur du type. Alors voilà, soit il trouve pas le deal ou quoi, mais moi j'ai plusieurs trucs. En fait, quel transfert? Donc je m'attendais clairement à ce que ce soit Ja Morant d'abord. J'excluais pas du tout que Jaren Jackson se fasse trader. Pour moi, le trade de Bane avec tous les pics, plus le début de saison, plus ce choix de coach qu'on comprend pas. Enfin, il y a plein de choses qu'on comprend pas là à Memphis. Hormis le fait qu'il croit plus en ce projet, alors que on m'a dit ouais mais ils vont rebuild, regarde ils ont eu plein de pics pour Bane, là ils ont plein de pics pour Jaren Jackson alors qu'on sait pas où ça allait, mais en gros ils vont en faire quoi de ces pics? Parce que si je me souviens bien, ils avaient un meneur All-Star niveau franchise player drafté
drafté. Ils avaient à côté de lui un arrière vrai shooter. Drafté. Pas si loin que ça du niveau All-Star, on va dire. Pas franchise player comme Ja Morant, mais Desmond Bane, c'était quand même pas si loin que ça du niveau All-Star. Drafté. Et ils avaient un intérieur qui a eu le Depoy déjà. Et All-Star. Drafté. Et All-Star. Et qu'ils avaient drafté. Donc en gros, ils avaient ce que j'appelle moi perso un Big 3. Et là, on me dit, TKT, ils vont refaire. Donc en gros, ils ont pété un truc pour essayer de refaire le même. C'est bizarre. Il y a des fans qui sont en rage quit total. Je les comprends. Je les comprends de ouf. sûr. Maintenant. Surtout comment ça se passe. Si t'es Memphis, que t'as déjà tradé Bane, que ça va pas ton coach Ja Morant, mais que t'as décidé de garder ton coach, bah ouais, faut trader Jaren Jackson Jr. Et si tu peux avoir les joueurs, on verra. Est-ce que Walter Clayton peut se développer un peu ou quoi? Est-ce que c'est l'opportunité pour Taylor Hendricks? Je sais pas, on verra. Mais par contre, 3 first pick plus 4 joueurs contre 4 joueurs, et toi t'as quand même lâché, pardon, mais Conchar, Landale, voilà. Ça va. Vince Williams, moi j'en ai un peu marre aussi, enfin voilà, ça va. En gros, tu as eu 3 first picks, donc tu accumules les picks, donc quitte à te dire que le projet est fumé, autant trader Jaren Jackson là si tu as une offre comme ça du Jazz. D'un point de vue de Memphis, même si au départ, je ne valide pas l'idée de Memphis qui est de virer Tyler Jenkins, ok, chelou. Ja Morant t'es pas content, Jaren Jackson on se demandait, Desmond Bane il est tradé, enfin vraiment Memphis avait de l'or dans les mains et aujourd'hui c'est du caca quoi. Absolument. Je connais pas beaucoup de fanbase qui est autant rassemblé pour détester son décisionnaire numéro 1. Zach Kleiman là dans les rues de Memphis, à mon avis il y a plein de gens qui disent genre ok on a compris t'as récupéré des pics, mais frérot les célébrations post-game de 2022, c'est-à-dire avant-hier. C'était avant-hier, les Grizzlies à 56 victoires, deuxième de la conférence Ouest. On était là en train de se dire, on parlait pas du Thunder à l'époque. On disait c'est entre les Thunder et les Grizzlies. Ouais, mais on parlait des Grizzlies fort. Ouais, quoi. Absolument. Et on avait des célébrations de fou avec Dion Brooks, Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., Steven Adams, Brandon Clark et compagnie. Aujourd'hui, il ne reste plus que Brandon Clark et Santi Aldama. C'est terrible. Par rapport à Memphis. Clark, en plus, il s'est beaucoup blessé et tout. Par rapport à Memphis, moi je suis d'accord avec toi, la frustration, elle est évidente, elle est logique, parce que tu sais même pas si du coup tu es en démolition totale, reconstruction. On va donner quand même les clés du Camtar à Cedric Coward, qui a un formidable potentiel, et sur Zach Edey, qui, moi j'y crois encore, peut être un super joueur en NBA. Ça pour moi c'est clair. Je dis pas que ça va devenir le nouveau duo de All-Star de Memphis, mais je peux comprendre que les mecs se disent... Pour tout un tas de circonstances, le projet n'a pas été aussi loin qu'on aurait aimé. J'ai pas envie d'isoler un élément. Il y a eu du Ja, il y a eu des blessures, il y a eu du comportement extra-sportif. Ouais, bien sûr, il y a eu une scission, et c'est même plus un gouffre, c'est le Grand Canyon entre Taylor Jenkins et le management. On va changer ton staff. Enfin, c'est multifactoriel cette situation des Grizzlies. Donc les mecs décident de tout péter. En l'état, récupérer en 6 mois 7 premiers tours de draft avec les protections qu'on connaît, etc. Mais 7 premiers tours de draft, pas mal. Là, c'est ce que je dis. Là, d'avoir finalement la contrepartie contre Jaren Jackson Jr. en termes de joueurs, c'est pas ouf. Non, mais c'est bien. Mais il y a des équipes qui ont fourgué des joueurs plus gros que Jaren Jackson Jr. et qui n'ont pas eu tout ça en pique. Salut Atlanta. Salut Dallas. Salut Atlanta, salut. On vous a dit, les prix ont changé. Ouais, donc là... Ouais, en termes de joueurs, voilà, c'est un dump. En termes de joueurs, c'est un dump. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur que file le Jazz qui a le niveau de JJJ. Qui a le niveau, mais même peut-être qu'il ne l'aura jamais. Non, bien sûr. À moins que Taylor Hendricks nous fasse une mue de malade mental. Non, bien sûr. Ouais, ou que Walter Clayton devienne le nouveau Desmond Bane ou je sais pas quoi. Mais ou meneur du futur. Et pourquoi pas, parce que c'est un il a du talent. Bien sûr. Mais c'est vrai que Memphis, là, c'est la page qui tourne. Alex, juste avant de basculer sur Utah, Ja Morant, demain, on le commente en direct, le transfert? Parce que là, attention. En direct, je sais pas, mais si quand on raccroche le live à 21h... Il est encore là. Popcorn. C'est surprise. Alors, déjà, l'entraînement de vendredi. Alors, je te présente tes nouveaux coéquipiers. Alors, tu te souviens de Kyle Anderson? Jaren Jackson a changé. Oui, c'est vrai qu'ils se connaissent avec Kyle Anderson. Mais sinon, Jaren Jackson a changé. T'inquiète. TKT. Alors désolé, ça va être un peu plus compliqué. Et au fait, tu ne peux jouer que 24 minutes ce soir parce que c'est quand même Issalo qui est encore à la direction. Quel enfer. Memphis, je veux bien évidemment l'avis des fans des Grizzlies, mais c'est vrai qu'il y a un peu la tête dans le cul ce matin parce que tu as le sentiment que
la page se tourne et que vraiment il y a des meilleures manières de faire et que les 18 derniers mois à Memphis, on souffre. On souffle et on souffre. Autant de Desmond Bane, je pouvais encore me mettre dans la tête du management, me dire putain, tous ces pics de draft là, on peut en trouver peut-être un autre, un Desmond Bane, un genre de profil. Mais des Ja Morant à Memphis, non, même Jaren Jack, ça. Ouais. Moi, ce qui me frappe le plus, je pense, c'est que chaud. On a ouvert la free agency l'été dernier, le 1er juillet. Tu t'en souviens, c'était quoi la première extension de contrat? C'était Jaren Jackson, c'est vrai. Il y a gros pactole. On avait eu le transfert de Desmond Bane et on avait eu des... c'était des propos qui étaient sortis de Memphis, hein, mais c'était des... Nous sommes en transition. C'est-à-dire qu'on enlève Desmond Bane, mais on croit encore au projet de Ja Morant, Jaren Jackson Jr. Bon, preuve étant que non. Penchons-nous sur Utah, Alex. Parce que, je suis désolé, je vais montrer ce visuel. Il y a de l'excitation, il y a plein de choses. Jaren Jackson Jr. débarque à Utah aux côtés de Keyonte George et Lauri Markkanen. Est-ce qu'on a déjà vu une équipe avec 15 victoires être aussi agressive? En tout cas, je pose la question. Moi, mais j'applaudis, hein. On peut discuter. Mais c'est quand même bluffant. Il y a un petit côté nouvelle passion, on entasse les ailiers forts. Bon, allez, allons-y. Parce qu'il y a Filipowski qui se développe bien et qui est plus un ailier fort pour moi. Après, ce qui est intéressant, c'est de se projeter avec Keyonte George qui fait vraiment une saison très intéressante. Isaiah Collier, on a vu que c'était un vrai meneur qui peut jouer à côté de Keyonte George, qui est plus un 2. Keyonte George, clairement. Si on imagine un Markkanen en 3, un Jaren Jackson Jr. en 4 et un Walker Kessler. C'est Kessler. Mais qui est blessé là et tout, donc il faudra voir à quel point il peut revenir et tout. Tu as un 5. T'as un front de courte, mon pote, déjà. Un front de courte, et même tu as du coup, nouveauté, t'as quand même un back court avec un peu complémentaire et tout. T'as un 5 où il peut se passer des choses. Sans parler, j'ai même pas cité son nom, le rookie Ace Bailey, drafté en 5, ou je sais pas, moi, à voir ce que donnera un jour, peut-être. Tu vois, genre, comment il s'appelle? Bon, j'ai dit Filipowski, mais l'autre, Cody Williams, tu vois. Donc il y a quelques jeunes comme ça encore où on peut se demander pour le développement, hein, on verra. Mais moi, je déteste pas. Tu sais quoi? Danny Ainge, il a empilé des pics. Là, tout d'un coup, il s'est dit, allez, on me propose un ancien deep. Il a quel âge, Jaren Jackson? Il a 27, prime, hein. Il a 26. 26 piges. Non. Bon, on me propose un ancien deep qui a encore que 26 ans, qui sait shooter à 3 points, qui a une vraie complémentarité évidente avec mon pivot quand il n'est pas blessé, qui peut glisser en pivot. Tu vois, demain, tu peux avoir Markkanen en 4 et Jaren Jackson en 5. Bien sûr. C'est pas inintéressant pour le coach non plus. Donc, moi, je trouve ça intéressant que Danny Ainge il balance du pic pour convaincre Memphis et choper Jaren Jackson Jr. Moi, j'aime bien les gars qui, à un moment donné, essayent de faire step up leur projet, quoi. Absolument. Moi, là où je vais totalement dans ton sens, et je trouve ça très bien pour le Jazz, c'est que, on le sait, c'est une des vérités les plus partagées en NBA. Utah n'est pas et ne sera quasiment jamais une destination de free agency. Donc, les deux moyens d'être très bon, c'est soit à la draft, soit en transfert. Est-ce que Utah est capable d'avoir en transfert un joueur de 26 ans, All-Star, défenseur de l'année, capable, polyvalent et tout? Transfert, il n'y en a pas 150, ils viennent de l'en avoir un. Voilà. Donc bien joué. Je valide le mot. Moi là-dessus, je valide aussi, surtout que tu n'as pas lâché non plus énorme Taylor Hendricks. Tu as lâché des pics. On lui souhaite, tout à fait, et on va souhaiter un bel avenir à Taylor Hendricks et Walter Clayton Jr. Tu sais pas, mais on verra. Il n'y en a aucun des deux qui pour le moment nous a prouvé qu'ils étaient intouchables. Lâché du potentiel, quoi, c'est tout. Par contre, Keyonte, on voit très très fort cette saison que là, lui est un des piliers de cette reconstruction à Utah. Markkanen quand même. Et Markkanen, j'allais te lancer dessus, c'est que Markkanen, il a été prolongé il y a quoi, un an et demi avec un contrat monstre là. Un truc max de chez Max. Et on avait eu beaucoup de suppositions ou d'hypothèses sur le fait que Markkanen c'était un des potentiels joueurs à surveiller à la deadline ou chaque été parce que il pouvait renforcer n'importe quelle équipe potentiellement contender pour aller chercher le titre. Là, pas du tout. Tu me dis ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que Utah, le message qu'ils envoient, c'est on garde Keyonte, évidemment, on garde Lauri Markkanen, on renforce ce groupe pour voir ce qu'il est capable de faire. Ouais. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de leur numéro 5 de la dernière draft, Ace Bailey? S'ils ne tradent pas Markkanen, il y a moins en moins de place pour lui, quoi. Ils vont pas me foutre Jaren Jackson Jr. ou Markkanen sur le banc, hein. Ça me paraît complicado. Donc c'est pour ça. Donc ça c'est une autre question, mais au moins tu as du talent. Keyonte George a explosé, du coup tu vas pas enlever non plus Keyonte George. Et puis Isaiah Collier, même s'il a pas été beaucoup titulaire, a un profil auquel tu as envie de filer des minutes. Parce qu'il a le profil, il mange pas la balle, il est là pour distribuer, il est pas dans le scoring, il est tanké, il a un profil différent.
Donc c'est intéressant. Et puis de toute façon, il n'y a pas tellement d'autres meneurs. Non, bien sûr. Donc pour Ace Bailey, on va voir où ça mène. On va voir comment ça se développe. Par contre, j'aime bien, il essaye de faire step up son projet. Utah aussi, il va falloir se l'avouer. 2 derniers points moi que j'avais notés. Le premier, c'est que ils ont accumulé les pics de draft et je dis bien pour le moment, mais pour le moment, BZF, ce serait bien de commencer aussi à faire des très 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 bons choix parce que Cody Williams, Taylor Hendricks, il y a eu des blessures, mais on va voir ce que ça va donner pour Walter Clayton et on lui souhaite le plus de bonheur possible. Kessler, il y a de la blessure. Il a montré du potentiel, mais il y a de la blessure. Tout à fait. Mais pour le moment, on a dit Danny Ainge, il a récupéré plein de pics de draft. Il faut en faire quelque chose. Des stars. Il y en a une seule potentiellement à devenir, c'est Keontae George, mais sinon, c'est Walou. Ouais, je suis d'accord. Donc, premièrement, très bien d'aller chercher Jaren Jackson Jr. Deuxièmement, là, il y a début de pression d'attente sur Will Hardy. Ah bah oui. On lui avait donné, Alex, et je te lance là-dessus, beaucoup de raisons de pouvoir échouer parce que effectif, parce que timeline, parce que etc. Là, il va falloir, et moi je suis plutôt optimiste sur sa capacité à pouvoir diriger une bonne équipe. Will Hardy, là, il va falloir très clairement proposer quelque chose avec des résultats. C'est là où je mets un petit bémol sur ce trade du Jazz, moi, perso. C'est pas du tout le coup. Donc, comme je dis, j'aime bien. Tu essaies de doper ton potentiel, tu as une opportunité, c'est juste le timing. Ou bah oui, j'imagine que s'ils l'ont fait là, c'est parce que l'opportunité elle est là maintenant et tu pouvais choper Jaren Jackson Jr. à sous Memphis contrat. En scred, clac, alors qu'après t'aurais peut-être eu plus de concurrence ou quoi. Il est sous contrat, machin, tout ça. Alors qu'à l'été c'était pas gagné. Sauf que là, du coup, c'est quoi? Tu tankes plus là? T'essaies de gagner un peu de match? Ça joué là. Oui, mais justement, est-ce que moi je me disais ça a joué, c'est rigolo, mais enfin t'es quand même qu'en 16-35, donc l'idée c'était plus d'aller chercher les Pélicans ou les Kings qui ont 12 et 13 victoires, et t'es pas à l'abri que de regarder au-dessus. T'es pas à l'abri, mais avec Jaren Jackson Jr. qui arrive, le niveau de jeu de Keontae George et Markkanen, tu peux te dire que t'as envie de gagner des matchs. Tu sais qu'un orteil, ça se fait très très vite. Oui, voilà, c'est ça, on est d'accord, mais c'est juste ça en fait. Et puis la loterie te réserve bien des surprises. Le timing, exactement, mais il faut quand même pas avoir non plus le 12e bilan, le 12e pire bilan. Utah, à la base, ils veulent être dans les 5 pires bilans, je pense, de cette saison. C'était une idée, oui. Là, attention, il y a de la concu. Pélican, Kings, ça lâche pas l'affaire. Tu peux mettre, si tu montes tout en haut, en Ligue. S'il te plaît. Ligue, aujourd'hui, le Jazz, il y a 5 équipes derrière eux, les Nets, les Wizards, les Pacers, les Pélicans et les Kings. Je vais montrer ça, comme ça va être plus clair. Et devant eux, il y a les Mavs, il y a les Bucks. Ah, les Bucks, on va voir. Et il y a les Grizzlies. Donc on va voir parce qu'il va y avoir bataille, c'est ça que je dis. Oui. Attention Utah à pas te retrouver, et ça serait pas la fin du monde. Parce que tu vois Utah, là ils ont pris Ace Bailey en 5. Mais quand est-ce qu'ils ont drafté plus haut que 5, Utah? C'était pour drafter qui? Ça va faire un bail, Utah. Je vais regarder, tiens. Bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? Si vous voulez jouer à ce quiz avec nous, Ace Bailey pick 5, Taylor Hendricks pick 9. Cody Williams, c'était un combien? Non, c'est 10, ok. 10. Non, il faut descendre là, on est dans cette colonne. Montre. C'est Dante Exum. Dans tes examens, et c'était encore que en 5. Et puis c'est en quelle année ça? C'était il y a 10 ans, non? Ouais, c'était en 2014. Voilà. Et sinon, c'est Enes Kanter en 3. Donc c'est ça dont je parle. C'est-à-dire que c'était il y a longtemps. Et Deron Williams en 3. 10 ans, c'est une éternité. Mais Deron Williams, c'était en 2005, 2004, ou un truc comme ça. Non. Bah après, oui. Et après, t'es pas obligé de drafter haut pour forcément choper. Jamais drafté. Bah non, parce que même les Stockton et les Malone, c'est pas si haut. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que attention. C'est aussi peut-être pour ça que Danny Ainge il a balancé du pic pour choper un vrai joueur. C'est parce que là, le Jazz est plutôt, selon moi, en position d'aller chercher du Mavericks, Grizzlies qui sont un tout petit peu au-dessus d'eux, plutôt que de se laisser couler. Oui. Si tout le monde joue, que Keontae continue à jouer comme ça, que tu rajoutes un peu de Jaren Jackson, bon, en l'absence de Walker Kessler, il va devoir bricoler un peu plus au pivot, mais t'as Kyle Filipowski, t'as Markkanen, t'as donc Ace Bailey, t'as Isaiah Collier, enfin tu peux gagner quelques matchs, et donc ça se dirige plus vers un pick 10-12 que vers un pick 3. À voir la loterie. Après, c'est ça. Avoir la loterie. Oui, évidemment, après, tu peux avoir de la chance à la loterie. La loterie, ça peut aller dans tous les sens. Utah, en tout cas, je trouve, essaye de tenter quelque chose et je les félicite pour ça. Très, très hâte de regarder le Jazz là sur les prochaines semaines et surtout les prochains mois, c'est-à-dire un camp d'entraînement complet avec Keontae George, Jaren Jackson Jr., Lauri Markkanen, Walker Kessler, je touche du bois pour qu'ils soient en pleine santé. Et puis autour, on va voir, c'est-à-dire qu'avec la façon aussi dont
je vais l'avouer, Jusuf Nurkic joue cette saison, c'est qu'il sera aussi potentiellement disponible dans de futurs transferts. C'est-à-dire que là, il a quand même fait des cartons, il a fait des triples-doubles dans tous les sens. Donc à voir aussi comment ça se passe pour le Jazz sur des futurs choix. Mais on bouge, on essaie de quitter les bas-fonds. Je trouve ça bien. Par contre, côté Grizzlies, on va gentiment découvrir les bas-fonds. Parce que ça fait... eux, par contre, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu les Grizzlies dans les bas-fonds de la NBA ? Ça fait plusieurs années, ça c'est clair. Et là, évidemment... C'était soit très bon, soit mid. Mais entre le grit and grind et la transition qu'il y a eu avec Ja et compagnie, Memphis, ça a souvent été bon. Non. À part l'année où ils peuvent drafter Ja Morant, où ils avaient fait une saison un peu faiblarde. Mais sinon, carrément. On termine avec un autre petit transfert qui a eu lieu quand même, parce qu'on doit en parler. Ça concerne nos amis les Wolves, il faut en parler, les Pistons. Ça a l'air plus petit, mais... Et les Bulls, tout à fait. C'est un peu plus petit, mais ça a des conséquences. Pour récapituler, évidemment, on a monsieur Mike Conley qui va en direction des Bulls. Attention, on va en reparler, ça sent le buyout, parce que ça m'étonnerait que Mike Conley finisse sa carrière sur le banc de Chicago. On a Jaden Ivey qui quitte les Pistons pour rejoindre nos amis justement de Chicago, et Détroit qui récupère de son côté Kevin Huerter pour du spacing et du shooting, et Dario Saric. Minnesota, je crois, si je dis pas de bêtises, ont reçu du cash dans cette affaire. De l'air et du cash. Pour peut-être un transfert de plus grande ampleur. De l'air qui permet à Minnesota, ou non, je vais venir après. Les Bulls, bon, écoute, pas grand-chose à dire là-dedans. Sur les Jaden Ivey. Exactement. Est-ce que c'est pour lui donner sa chance et c'est un projet auquel il croit? Ils se disent ouais, on va jamais garder Kobe White, Anthony Simons on va voir, mais notre avenir c'est Josh Giddey, Jaden Ivey dans le backcourt. Ou Anthony Simons. Voilà, c'est ça la discussion. Mike Conley, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il va être coupé, ouais. Il va être buyout. Il va être buyout et il va être disponible sur le marché des sans contrat. Enfin voilà. C'est ça, des joueurs disponibles. Ouais. Les Pistons, ils ne croyaient plus au projet de Jaden Ivey, c'est pas vraiment une surprise. Ça se voyait très très fort. Ouais, ils prennent Huerter qui est un peu en galère récemment avec son shoot, mais dans le collectif Pistons, avec le mouvement de balle des Pistons et des mecs comme Cade Cunningham ou Jalen Duren pour te faire de l'espace, pour peu que Huerter redevienne un peu le shooter qu'il a été, ça peut être une affaire intéressante, j'aime bien. Oui. Je déteste pas, ouais. Moi aussi, Huerter, je l'ai connu à droit à Atlanta, ça a été compliqué ces derniers mois au shoot, mais en effet... shooter est un shooter, donc en fait je pense que ça peut revenir très très facilement, surtout que Détroit, en l'espace de quelques mois, même si ça va très bien en haut de la conférence Est, ils avaient perdu Malik Beasley et Tim Hardaway Jr. qui étaient deux énormes snipers. T'as récupéré Duncan Robinson et t'as d'autres garçons qui se développent, mais t'es toujours content d'avoir un Huerter qui peut spacer. Moi je suis d'accord, ça peut être un des joueurs qui peut sortir des gros cartons en playoff, et Détroit en aura besoin. Exactement. Au passage, il y a un petit swap de pick de premier tour là, de la draft 2026 entre les Wolves et les Pistons. Oui. Ce sont quand même deux équipes performantes. Ça va pas changer. C'est genre un swap de pick 22 contre pick 27. Tu vois, genre, j'en sais rien, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ce genre de swap. C'est pas significatif, juste on le précise. Tout à fait. Et après, t'as les Wolves ont lâché Mike Conley. Donc Mike Conley bougeait Merci pas. Pour les travaux. C'était 10. Un salaire à à 10 millions. Ils ont lâché Mike Conley sans rien recevoir en termes de salaire, un peu de cachou, mais pas de salaire. Et c'est marrant, quand tu vas sur les grilles de salaire des Wolves, tu t'aperçois d'une chose, c'est que ce salaire leur permet d'être juste 2 millions sous le premier apron. Et au-delà des considérations financières de taxes et tout, que ça leur fait économiser du pognon, c'est super, je suis content pour eux. Ça leur permet surtout de pouvoir trader plusieurs joueurs dans le même package. Qu'avant, ce n'était pas possible, il fallait faire joueur par joueur. Tu peux accumuler des salaires et pouvoir encaisser un peu derrière. C'est marrant. Voilà. À qui tu penses ? Là, ça ouvre des possibilités pour les Wolves qui donc sont plus que jamais dans les rumeurs Giannis. Moi, je dis attention, surveillez bien la piste Ja Morant aussi. En fait, il y a plusieurs pistes. Ça se trouve, tu l'as pas si cher que ça, Ja Morant, là. Hein. Ça se trouve. Parce que pour avoir Giannis, on va pas se mentir. Là, ils ont fait de la place, donc là, ils peuvent bricoler. Mais concrètement, même si tu regardes pour faire matcher les salaires et tout, pour avoir Giannis, il va falloir mettre quoi ? Randle et Jaden McDaniels dans le trade, Gobert Rudy, et je sais pas quoi. C'est un gros move. C'est un move très violent. C'est titanesque. Alors que Ja Morant peut être peut-être fait dans une marge moins violente. Si tu donnes des pics aux Grizzlies, vu la démarche dans laquelle ils sont,
Si ça se trouve, les mecs t'encaissent même du salaire et tout. Le niveau d'agressivité des Cavs qu'on vient de voir peut tout à fait se reproduire à Minnesota dans les prochaines heures. Oui. C'est-à-dire avoir un management, notre ami ex des Nuggets, dont j'ai perdu le nom, pif paf pouf. De quoi ? Le GM des Wolves. Tim Connolly. Tim Connolly, merci. Possible qu'il nous fasse du gros trade. Grosso merdo, et je laisse les fans des Wolves me confirmer, la place qui est faite est actuellement pour essayer d'obtenir dans un trade à plusieurs équipes Giannis. Attention, il y a le sablier qui tourne. Si tu n'y arrives pas, surveillez Kobe White, surveillez Ja Morant, surveillez d'autres garçons. Le but, ce sera quand même de renforcer le banc sur le backcourt. Il te faut un mec, il te faut un garde là, c'est sûr. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que Mike Conley, merci. On va avoir le joueur qui peut contribuer à cette équipe pour peut-être pas tout désosser et aller chercher l'élite de la conférence Ouest, c'est faire encore mieux que la finale de conf. Petit, juste pour un mec qu'ils vont considérer plus utile que Mike Conley, tout à fait. Mais cette histoire de passer sous l'apron, de pas prendre de joueurs en Minnesota qui ça, fait quand même, ça, tu te dis attention. Il y a une odeur, tout à fait. Ça les met plus que jamais en pole position des équipes qui ont un beau dossier pour faire Giannis. Il y a quoi d'autre ? Il y a le Heat. Il y a Heat, Warriors et sous un second Warriors, niveau j'ai lu partout que visiblement Giannis il a pas super envie. Oui. Mais après c'est peut-être pas lui qui va décider. Heat, Warriors et Wolves, c'est vraiment les trois gros. Les Knicks ils sont plus. Les Knicks peuvent être encore dans la danse et si vous voulez en rajouter d'autres, allez-y. Et ça se trouve peut y avoir une surprise. Exactement, parce que Giannis sort ça demain à 19h, c'est énorme. Ça peut pas être à. Pour moi, c'est quasi impossible que ce soit à deux franchises. On va en parler après. Ah non, à deux franchises. Ou alors, dis donc, ça va être. Waouh. Ou alors le package va être énorme. On va en parler juste après. Moi, je veux juste finir sur les Wolves. Ce qui est intéressant, c'est que là, ils avaient pris des risques à l'époque pour faire venir Gobert. Ils ont lâché plein de pics et tout. Ils sont devenus une excellente défense. Ils sont allés 2 fois en finale de conf. Et là, au-delà du fait que Mike Conley vieillit et ça se voit sur le terrain, et ça s'est vu en play-off l'année dernière, là ça se voyait depuis le début de la régulière, et que ça met une surcharge créativité, tenir la balle sur Anthony Edwards qui a déjà beaucoup de charges offensives, et que Chris Finch n'a pas l'air d'avoir super envie de faire jouer Rob Dillingham, machin et tout. Ça essaye. Enfin c'est quand même pas des grosses minutes, ça essaye mais c'est un peu timide je trouve. Donc peut-être que on s'attend, on se dit ouais ils vont monter sur un énorme truc, mais effectivement n'oubliez pas que peut-être que c'est juste pour, et ça sera déjà pas si mal, faire un Kobe White, faire un Anthony Simons, faire un gars des Clippers là, parce qu'en fait les Clippers sont en train de tout casser. Tu vois genre tu fais revenir Chris Dunn au pays, moi j'en sais rien, c'est possible. Mais c'est vrai que Minnesota, c'est à surveiller très très près sur les prochaines heures. Je pense que c'est impossible par contre qu'il n'y ait pas d'autres moves. T'es d'accord ? Non, je pense que Minnesota là, si Minnesota n'a pas d'autres moves d'ici demain soir, je suis aussi choqué que si Memphis n'a pas tradé Ja Morant, moi, pas toi. Si, en fait, moi, pas de move là. Le fait est que Minnesota, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se cuisiner. Ouais. Parce qu'en plus, on a parlé en effet de l'aspect salarial et tout. Mike Conley, c'est pas n'importe qui dans le vestiaire de Minnesota. Ils se sont vraiment séparés aussi d'un gars qui, certes, avait un niveau de jeu qui baissait, mais qui était très important dans la façon dont Gobert, sont devenus. Julius Randle le louait aussi. La façon dont Séoul sont devenus crédibles dans l'élite, c'est aussi par l'arrivée de Mike Conley. Oui, tout à fait d'accord. Donc c'est pas, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'en leadership, il va y avoir une perte plus grosse que ce qu'on imagine. Où ça va se répartir sur d'autres gars, mais. Moi, je reste dubitatif sur Monsieur Chris Finch, qui est adoré par ses joueurs, mais il y a un moment où il faut aussi leur foutre des claques et passer à un autre niveau. J'espère qu'il va me faire mentir en playoff. Mais tu valides quand même là le move autour de Conley pour essayer de faire autre chose derrière ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a un creux entre les titulaires et la profondeur d'effectif en sortie de banc. Et donc, il faut s'offrir plus de munitions en sortie de banc. Après, tu as peut-être des munitions, il faut savoir comment le coach va les utiliser. C'est là que j'ai un peu plus de doutes. Monsieur Chris Finch. Ouais, je suis d'accord, je valide. Pour finir, comme on l'a dit, là on en profite. On est le matin, donc normalement ça pionce aux US. À partir de 16h, ça va se réveiller. Vite, on va vite mettre vidéo. ça en ligne, regarder ça et puis c'est tout. Alex, sur les prochaines heures, avant qu'on se retrouve demain à 19h sur le canapé, donc sur Twitch, je rappelle que vous devez foncer sur ce rendez-vous. On sera ensemble à partir de 19h ce jeudi soir. Qu'est-ce que tu vas surveiller de très très près en 2-3 points ? Là, top of your head. Comme tout le monde, je vais surveiller le dossier Giannis en premier. Puisque si ça se fait pas, bon, voilà, j'ai vu pas mal de gens qui disaient non, ça va être compliqué. Là, avant la deadline, il y aura des meilleures offres pour les Bucks cet été et tout. Je demande à voir, mais
voilà. De toute façon, je suis pas JM, donc il fera bien ce qu'il veut. Moi, je pense John Horst, moi aussi, je pense que ça part. Mais donc, c'est évidemment ce que je vais surveiller parce que non seulement ça va être un trade de fou si ça arrive, mais en plus, ça va en entraîner d'autres. Hein. Parce que les équipes qui vont être impliquées dans le trade de Giannis vont faire bouger des dominos qui vont entraîner d'autres trucs. Que ce soit le Heat, les Wolves ou qu'est-ce que t'as dit, les Warriors ou quoi, les Knicks ou je ne sais quelle autre équipe qui voudrait monter sur ce dossier Giannis parce que Giannis, dans son pire soir, alors il est blessé, mais son pire soir, c'est un des 3 meilleurs joueurs de la planète. 5. Allez, 5. C'est un des 5 meilleurs joueurs de la planète quand il est mauvais. Donc forcément, oui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup plus de dossiers qu'on croit sur le bureau de John Horst par rapport au nombre de rumeurs qu'il y a. Oui. Et qu'il a des vraies offres sur la table. Là, je lisais un peu les packages que le Heat ou les Wolves ou les Warriors. Les Warriors ont un package a priori avec je sais pas combien de pics en post-Curry et tout machin. Les pics des Warriors en post-Curry, tu peux te dire que... Il y en a qui vont dire tu peux te dire que ça peut être des beaux pics, tu vois. Sauf qu'après, s'ils ont Giannis, ils vont peut-être continuer un peu à gagner. Je vous mets sous les yeux là, les packages de voilà, Miami. ça c'est des offres potentielles de Miami, c'est sérieux quoi. Tyler Hero, Kelly Elware, un petit cap filler qui dégage des pics, des machins, enfin toi c'est sérieux. Et de l'autre côté, on le voit là, côté Golden State, ce serait plus Jimmy ou Draymond Green. D'ailleurs, on a vu les propos de Draymond Green en mode un petit Kuminga. Quelle belle aventure, 13 ans et demi, hein. On sera bien marrés les gars. Kuminga, Moody, Podziemski et du pic. Pic à foison, puisque comme tu le disais, les pics des Warriors, ça peut devenir très valuable. Très valuable. Le package des Warriors est plus un package pour l'avenir des Bucks. Le package du Heat est un peu plus mélangé, hybride. Il y a des vrais joueurs tout de suite. Hein. Tyler Hero, Kelly Elware, tu peux jouer. Après, à voir ce que veut faire. Mais tu as aussi des pics, donc tu as un truc un peu hybride. Puis après, tu as peut-être des packages qui vont arriver pour jouer tout de suite. Tu vois à voir, genre les Knicks avec les Karl Anthony Towns et les machins et tout. New York un peu, là, non, moi aussi je pense que les Knicks sont hors course. Je pense. Mais je me méfie parce que c'est quand même Giannis. C'est-à-dire que parfois je suis là, ouais, non, franchement ça va pour eux et tout. Puis après je suis là, c'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure, quoi. Giannis, quand il se lève, une fois qu'il a mis ses chaussures, c'est un des 5 meilleurs joueurs de la planète. Ah bah on a dit Harden, il t'élève ton plancher. Le plancher avec Giannis. Laisse tomber. Tu travailles tous les matins, t'as une villa. T'as un 30-12-6. Et ok, il est plus tout jeune, il se blesse un peu plus qu'avant. Bien sûr, il a encore quelques années devant lui, le Giannis. Hein. Donc on va surveiller évidemment le dossier Giannis, on va surveiller le dossier Kuminga, puisque forcément ça le dossier Kuminga, le dossier Ja Morant. Le dossier Ja Morant. Il y a des franchises qui n'ont pas du tout fini leur business. Attention Anthony Davis et Dallas. Attention à surveiller les garçons du côté de Dallas. Ça souhaite bouger absolument. Attention à des franchises sneaky, comme du côté d'Atlanta aussi, où ça a un petit peu bougé et ça pourrait continuer à bouger. Attention à Porzingis. Attention à d'autres garçons à droite à gauche. On risque d'avoir d'autres trades. Dites-nous vous ce que vous pensez évidemment des transferts qui ont eu lieu sur cette trade des Lakers. Une trade deadline sans les Lakers, c'est pas une trade deadline ça. Non, ça va être calme. Ça existe pas ça. Ça va être calme, non. Vont bouger qui? Dalton Knecht, ouais. Et Gabe Vincent. Voilà. Mais j'ai lu que apparemment les mecs ils ont cette grosse coque a 2 fois plus de valeur. Grosse surprise, il y a peu d'intérêt. Cette coque Rhino Shield a beaucoup plus d'intérêt que Dalton Knecht et Gabe Vincent réunis. Voilà. Et sur cette belle transition, évidemment, je vous rappelle qu'on se retrouve demain soir 19h sur ce même canapé avec Simon, Alex et Bibi. On aura Léon Salaprod. NBA trade deadline de 19h à 21h, 21h30. Soyez là, foncez, c'est le rendez-vous annuel. On vous fait des très gros bisous. Ciao. Courage évidemment aux fans des Cavs, des Clippers, des Bulls, des Celtics et toutes les franchises concernées. Et on se retrouve évidemment sur Trash Talk pour les transferts à venir. Des bisous. Ciao tout le monde. À demain. Ciao.